Salut à tous et bienvenue pour cette mise au point de début mai. Avant de commencer, j'aurais une petite annonce à faire par rapport au Gravity Flows qui connaissent un petit succès. C'est un petit peu moins percutant que les Herculogues pour l'instant et je comprends très bien pourquoi, parce que c'est pas forcément le... c'est pas une cible aussi facile à tacler et donc c'est pas aussi agrippant, aussi frappant de dire du mal de cette série. Je comprends très bien de faire une critique détaillée de ces épisodes et ce sera encore pire dans la deuxième saison. Mais je suis plutôt content de l'accueil que ça a reçu. Je suis content de voir que les fans de la série ne le prennent pas trop mal en règle générale. Il y a 2-3 commentaires rapides pour se plaindre, mais en règle générale, les gens le prennent bien, ils donnent leur opinion, et c'est très sympathique de voir ce genre de commentaires dans mes vidéos. Hein. C'est le genre de choses qui me fait vraiment grandement apprécier de faire des vidéos, d'avoir un public aussi sympathique, qui laisse des commentaires vraiment encourageants et qui savent partager leurs opinions sans aller trop dans le vexé facile la plupart du temps. Et c'est vraiment... c'est très rafraîchissant de dire ça. Quoi qu'il en soit, ça va pas se continuer tout de suite. Rassurez-vous, je n'arrête pas. Hein, la saison 2 sera traitée assez tôt, mais pas tout de suite. Parce que j'ai envie de profiter un petit peu de cette fin de saison 2 pour finir une série de V2 de Disneyfield que j'avais commencé à lancer il y a quelques temps avec les Tarzan et que j'ai pas terminé. Il faudrait que je fasse la V2 de La Légende de Tarzan, la série. Hein, j'ai réussi à retrouver les épisodes grâce à quelqu'un que je remercie encore. J'ai déjà évoqué son nom avant, je me souviens plus, ça fait longtemps. Et donc, ce sera dans mes capacités de faire une V2 de cette critique. Et ce sera une vidéo pas facile parce que c'est chiant à faire les vidéos sur les séries. Le plus chiant... techniquement, autour de ça, c'est... bon, ça dépend un petit peu de la qualité de la série. Pour certains, c'est le visionnage. C'est clair et net que pour la Dingo, c'était le visionnage. Mais quand la série est acceptable, le pire, c'est le montage. Parce qu'il faut vraiment savoir quelle image prendre de quel épisode, de cette longue liste de plusieurs dizaines de vidéos de 20 minutes. Donc tu dois arriver à situer tel ou tel truc. T'as 50 fichiers vidéo avec lesquels jongler dans ton logiciel de montage. C'est stressant et ça avance beaucoup moins vite que la plupart des autres critiques. Hein. C'est vraiment les plus compliqués, les plus longues à faire, les critiques de série. Et donc faire une V2 d'une critique de série, même si une V2 prend un tout petit peu moins de temps puisque l'écriture est déjà grandement faite, ça va être... ça va me demander du temps, donc je pense pas que j'aurai le temps de faire grand chose en dehors de ça durant le mois de mai, en plus des Disneyfield et les autres vidéos habituelles. Si ce n'est peut-être, j'essaierai si j'ai le temps de faire une critique de théorie Disney, parce que ça faisait un petit moment aussi que je n'ai pas fait, et j'aimerais profiter de ce mois de mai qui arrive pour mettre rapidement, l'espace d'un instant, les Gravity Flows en pause pour finir les V2 sur Tarzan et me faire une petite critique de théorie Disney parce que ça faisait un petit moment. En tous les cas, on va revenir un petit peu rapidement comme d'habitude sur les films qui ont été traités, en commençant par mon top 10 des meilleures morales Disney. C'est un top 10 que je tenais pas particulièrement à faire avant, mais ça a été un peu suggéré à 2-3 reprises par quelqu'un. Dans les commentaires, je me suis dit, oui, ce serait pas mal de traiter ça, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont tendance à résumer les morales Disney comme quelque chose de niais, qui nuit un petit peu à l'intellect des gens, et je peux comprendre que sur certains cas, ça peut renvoyer des mauvais messages, mais pour moi, il y a quand même des fois où j'ai trouvé ça très bon, et donc c'était intéressant à faire partager. Il y a pas mal de gens qui ont répondu, qui ont donné leurs opinions, c'est très sympathique à lire, on a fait une petite vidéo live là-dessus, c'était très sympa. En sachant que oui, j'avais le choix entre cette vidéo sur les meilleures morales et une vidéo sur les meilleurs comédiens de doublage français qui ont travaillé pour les films Disney. Et j'ai fini par me lancer sur les morales parce que c'était plus simple à monter après coup. Funès, il y a énormément aussi de doubleurs français de talent là-dedans. C'était très difficile de réduire la liste à 10. Hein. Donc ouais, très certainement ça se fera.
hein, ce top 10 là, cette liste des meilleurs doubleurs dans les films Disney. Et pour l'instant, on va mettre ça un petit peu en pause, hein. Ce sera très certainement pour un Disney film un peu futur. En tous les cas, ouais, c'est très sympathique de faire ça. Je n'ai pas eu de retour négatif, hein. Quand je fais un top 10 positif, en général, j'ai pas de retour négatif. Il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. Pas de grandes remarques particulières, à part que j'étais très content de vous avoir vu participer et faire partager vos morales préférées. En numéro 2, nous avons Rock Rookie, le gros morceau qui a pas plu à certains. Il y en a d'autres qui se fichent un petit peu de ce film. En toute sincérité, c'est plus ou moins la note qu'il a eue, ce film, à quelques détails près, pas grand chose près, lorsqu'on a fait la moyenne des notes que vous lui avez données dans le sondage sur les films Disney de la période âge sombre à l'âge d'or, en fait. Et donc, je n'étais pas très éloigné de ce qui a été donné, mais ouais, il y a quand même pas mal de fans qui n'ont pas été très content de mon jugement, et une fois de plus c'est mon jugement, hein, ça n'a pas à être une vérité absolue, nous sommes d'accord, et sincèrement ça me fait revenir à ma considération, comment je juge un film. Pour moi, je reconnais qu'il y a de très bons moments, de moments forts, intéressants, mais je vais pas complètement zapper les moments nazes, les moments ridicules, les moments passables, en disant que ouais, c'est pas grave, je les oublie parce que le reste est bon. Non, moi ça marche pas comme ça. Quand il y a des moments qui sont discutables à revoir, et ben ça influe sur la qualité globale. Et je vous jure, honnêtement, il y a quoi? Il y a 10 minutes, un quart d'heure de bons trucs à prendre dans les premières 1h05 de film, sincèrement je trouve. Et un quart d'heure, 20 minutes d'éléments qui pouvaient être intéressants, mais qui ont été très mal mis en scène, très mal amenés, genre la blessure de chef, complètement con, je trouve, c'est très très mal géré. Et le reste, les 35 minutes restantes, c'est du gag de remplissage qui sert à rien. Une histoire d'amour sur laquelle on s'appesantit pendant des lustres pour rien, et tout ça, ça plombe le reste, hein. Honnêtement, hein, s'il n'y avait pas les dernières minutes qui sont géniales, je trouve, en tension, en signification, hein, j'avoue que c'est une très bonne fin, une des meilleures fins Disney, ce serait à peine 10, 10,5 quoi, ce film, hein. Il ne vaudrait pas énormément. Mais bon, il y a ce 12 sur 20. Ce qui me fait revenir aussi un commentaire que j'ai reçu de la part d'une certaine personne autour du fait que « Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Des fois, tu fais une critique au détail, des fois, tu fais pas une critique au détail. T'as fait une critique au détail pour un film qui avait 14-15, et là, t'as pas fait une critique au détail pour un film qui avait 12 sur 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis perdu !» Et c'est pas une question de hiérarchie de notes ou quoi que ce soit, c'est juste, est-ce qu'un film m'inspire vraiment quand je le vois pour faire une critique au détail, pour réagir au fur et à mesure de ce qui se passe, ou pas? C'est vrai que jusqu'à présent, la note minimum que vous avez vue pour que je fasse une critique, pas au détail, bilan, on va dire entre guillemets, c'était 12,5, et là on est tombé sur un cran en dessous à 12. C'est la note minimum que j'ai donnée à un film qui n'avait pas de critique détaillée entre guillemets. Sachant que je fais critique au détail, c'est juste un terme rapide pour dire ouais, je vois le film au fur et à mesure qu'il est montré, c'est ça, la critique au détail, traiter le film au fur et à mesure qu'il est montré. Des fois, je trouve que c'est pas opportun, c'était pas opportun pour moi ce coup-ci, donc c'est pour ça que je n'ai pas jugé ça très nécessaire de faire ça. Voilà, c'est tout, hein. Il y a des fois, il y a des films que je trouverais bons, qui vaudront 14-15, qui méritent un petit peu une critique au détail. Souvent parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont tendance à zapper certains éléments importants qui sont dans la narration globale, et donc ouais, ça mérite d'être un petit peu traité. Soit parce que je trouve que, même si c'est bien foutu, il y a vraiment matière à faire du chipotage et à faire un truc un petit peu marrant. Mais bon, le truc sur lequel on m'a un peu repris et sur lequel j'aimerais revenir, c'est le fait que j'ai un peu traité à la rigolade, le fait que Rox et Rookie parlent de façon ultra naïve. Tu es mon meilleur ami, oui, toi aussi, et je propose qu'on reste amis jusqu'à la fin des jours, ouais. Et il y a des gens qui apparemment ont connu des enfants comme ça.
Alors, juste un truc, pour une personne qui a dit, ouais, t'es sûr que tu connais, t'as déjà vécu avec des enfants, t'as déjà approché des enfants, je vous rappelle que j'ai été enfant. Ça n'a peut-être pas l'air, mais j'ai été enfant, j'ai été jeune, à une période qui, je suis sûr, pour beaucoup d'entre vous, était plus proche de l'époque du film que l'a été votre période de l'enfance, je pense. Et aussi, j'ai eu l'occasion de fréquenter des enfants, même en tant qu'adulte. Hein. Vous savez, et je suis désolé, mais tous les enfants que j'ai rencontrés, que j'ai connus lorsque j'étais moi-même jeune et que j'ai fréquentés en étant adulte, ils ont jamais parlé comme ça. Jamais parlé comme ça. Ça vient du fait que lorsqu'on commence à développer un langage un petit peu articulé, un petit peu poussé, comme ils essayent de le montrer avec Rox et Rookie, hein, c'est-à-dire des gens qui balbutient pas, qui savent pas bien trouver leurs mots, etc. Non, 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 ils parlent tout à fait correctement pour leur âge. Eh ben, je peux vous assurer que les enfants comme ça, ils parlent pas comme ça. Hein. Tous ceux que j'ai croisés, tous ceux que j'ai connus, ils parlent pas comme ça. Hein. Donc, apparemment, peut-être que c'est moi. Vous savez, peut-être que c'est moi et le milieu dans lequel j'ai grandi. Après, il faut savoir que moi, j'ai arrêté de croire au Père Noël à 4 ans et demi. Donc, c'est vous dire que moi, ce genre d'illusion à la con, naïve, magie de la vie et tout, j'ai vite... j'ai vite passé ça à la trace en comprenant un petit peu la réalité des choses quand même. Et ouais, je suis sûr qu'il y a des moyens un petit peu qui faisait un petit peu plus naturel de faire passer le fait qu'ils sont super contents d'être ensemble et qu'ils ont ce statut d'amis proches, forts entre eux, surtout parce qu'on les montre très peu ensemble, surtout. Gros problème ce film, je vous jure, quoi. C'est en plus que ce discours à la con, parce que sérieusement, j'ai plus de problèmes dans les discours très stupides de Rox et Rookie 2, mais punaise, plus que ça, le gros souci pour moi, c'est le fait qu'on les montre quasiment pas nouer des liens. On montre quelques petits moments de jeu entre eux, ultra rapide, histoire d'eux, et c'est tout. Cette espèce de lien qui se noue entre eux, punaise, je le ressens à peine, parce que vous l'appuyez à peine dans le film. C'est un gros problème, vous vous centrez sur les mauvaises choses, putain. Et c'est même pire que Cendrillon à ce niveau-là, parce que j'ai fait le comparatif avec Cendrillon, mais dans Cendrillon, une bonne moitié du temps, lorsque se centrait sur le roi qui faisait son grand-père, jouer à jouer à des petits-enfants de façon complètement cinglée, ou sur les souris qui faisaient leur gag avec le chat, c'était souvent au moins en lien avec les choses qui se passent. La plupart des moments gag, c'est juste pour faire du gag qui sert absolument à rien. Je suis désolé, vous n'allez pas me faire croire une seule microseconde que ça appuie un tant soit peu quelque chose, tous les moments gag récurrents autour des deux oiseaux et de la chenille. Quoi, c'est pour dire, ah, le statut de proie et de prédateur, des fois ça peut s'inverser, on peut survivre quand on est quand on est une proie, ce genre de conneries, sachant que, oui, pour lui, pour la chenille qui survit, apparemment, ils ont dû bouffer des tas d'autres insectes, hein, les deux oiseaux, puis que... Sinon, il serait mort, hein. Donc, pour moi, ce film a un gros problème dans ce qu'il veut montrer. Hein, si ça avait été vraiment sérieux dans ce qu'il voulait montrer, je vous jure que j'aurais vraiment apprécié, mais c'est pas ce que ça fait, quoi. C'était juste une petite moitié du film qui a été très bien foutu dans son message et ses thèmes, et le reste c'était mal illustré, soit de la perte de temps, gaguesque, sans intérêt. Et ouais, si je prenais vraiment en compte que les petits moments de rapprochement bien foutus du début de film et la grande conclusion de fin, ouais, ce serait génial. Tout le reste, il faut que je le prenne en compte. Hein. C'est ce que je prends en compte lorsque je fais ma note finale. Et c'est pour ça que pour moi, ce film vaut 12 sur 20. Après, mon avis, votre avis, hein, pensez bien ce que vous voulez. Mais j'ai envie de me justifier un petit peu par rapport à ça. Alors, Rox et Rookie 2, j'ai pas eu grand chose en termes de commentaires. Il y a des gens qui disent ouais, il arrive à apprécier quand même. sans vrai argument poussé. Apparemment, c'est un truc qu'ils ont découvert enfant, c'est un plaisir d'enfant qui reste. Sans doute, je peux comprendre. Et honnêtement, comme film d'enfance, on peut faire pire. Vraiment, on peut faire pire. Honnêtement, j'avais vu ce film-là quand j'avais 12-13 ans, un truc comme ça. Et je me souvenais que c'était moyen
quand j'étais petit. On a fait une petite remarque par rapport au fait que Rocky Rookie 2, pour moi, était la suite la plus légitime à faire, la midquel la plus légitime à faire, parce que, ouais, le gros problème du premier film, c'est qu'on se centre trop peu sur Rocky et Rookie enfant. Donc un film qui se centre sur eux enfants, mais c'est génial, c'est ce qu'il faut faire hein, pour poursuivre ça, pour aider les choses. Et oui, des gens qui ont dit, oui, mais il y a d'autres films qui sont aussi légitimes, comme Bambi 2, et je trouve pas que Bambi 2 soit aussi légitime. Je veux dire, le fait qu'on appuie cette période de l'ellipse entre la mort de la mère de Bambi et le moment où il devient adulte, je vois pas un intérêt profond sur le principe. On peut deviner énormément de choses sans qu'on les montre directement. Et ouais, c'est pas comme si le lien entre Bambi et son père était ultra important à dégager, à mettre en avant pour pouvoir apprécier ce que veut faire passer Bambi, le premier film. Alors que je suis désolé, la relation entre Rox et Rookie, c'est un petit peu important à développer, à bien faire ressentir pour apprécier le film Rox et Rookie. Hein. Je trouve personnellement. Je pensais que pour moi, Rox et Rookie 2, c'est la suite sur le principe la plus légitime. Et ce qui rend son ratage d'autant plus frustrant. Hein. Vraiment frustrant. Oui, en dehors de ça, j'ai pas eu grandement de commentaires qui m'ont interpellé. Et enfin, on termine avec Daniel Chat Superstar, qui, là aussi, n'a pas eu beaucoup de commentaires qui m'ont interpellé. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu de mon avis. C'est un film fun, coloré. C'est par le même réalisateur que Cusco, et ça se voit, il y a le même peps là-dedans. Et je suis content d'avoir fait découvrir ça à certaines personnes qui disaient « Ah, mais j'avais jamais entendu parler de ce film avant !» Je vais peut-être essayer de le voir, je vous encourage à faire ça. C'est pour passer un petit moment fun, hein. Faut pas vous attendre à une histoire ultra bien ficelée non plus, hein. Je trouve une fois de plus que les choses vont trop vite. Mais si vous voulez vraiment passer des bons moments vifs et fun, avec une méchante mais savoureuse dans sa façon d'être, ça vaut largement le coup. Largement le coup. Pas un des plus grands films, un des plus fun qui soit, je trouve, de ce que j'ai vu de mon enfance. Bon, il y a une petite remarque sur laquelle j'aimerais revenir, mais super rapide. Hein. De la part d'un Québécois, il me semble, je pense que ça doit être un Québécois qui s'est plaint, en disant que, ouais, nous, on prononce bien les noms à l'américaine des personnages, parce que, par respect pour eux, un truc comme ça, je sais plus exactement. Alors, juste un truc par rapport à ça. Gardez bien en tête, une fois de plus, je ne veux pas lancer une guerre VFF contre VFQ. On est bien d'accord que pour les Québécois, la VFQ sera plus intéressante parce qu'elle a été pensée davantage pour eux, alors que la VFF a été pensée davantage pour la France. Bien sûr, il y a quelques cas où une VFQ s'en sort mieux qu'une VFF pour nous les Français, et je sais pas, est-ce qu'il y a quelques Québécois qui seraient prêts à ravaler leur fierté en se disant que une fois de temps en temps, il y a une VFF qui est mieux faite qu'une VFQ, je sais pas trop. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2-3 moments, oui, j'ai vu quelques VFQ qui étaient un petit peu plus intéressantes que la VFF, surtout parce que la VFF de base était pas super bien rendue. Mais très souvent, je trouvais quand même la VFF plus agrippante parce qu'elle était mieux pensée. Pour moi, il faut bien garder ça en tête. Hein. Donc, je veux pas lancer un débat pour dire quelle VF est la meilleure, ça dépendra clairement d'où vous vivez. C'est pas une question de qualité objective, c'est une question de là où on vit et à quelle VF c'est s'adresser à qui. Hein, faut vraiment pas en faire une espèce de fierté nationale ou un truc comme ça, que ce soit en France ou au Québec, je trouve ça stupide. Ce genre d'animosité chauvine, je vois vraiment pas où ça mène qui que ce soit en fait. Mais je vous fais part de mon ressentiment en tant que Français de France, qui est donc plus habitué à une VFF. Oui, je vous cache pas que ça fait bizarre d'entendre la prononciation québécoise à l'américaine des noms, surtout dans vos VFQ qui essayent quand même de se rapprocher d'un français international, comme on dit, un français où on essaye très souvent de gommer l'accent québécois. Hein, parce que oui, la VFQ de Danny le Chat Superstar, qui au passage n'existe pas en VFF, il y a des gens qui ont dit ça en commentaire, et j'ai essayé de m'enseigner, non, ça n'existe pas en VFF. C'est juste que vous avez vu ça en VFQ quand c'est sorti en VHS, la France s'est pas fait chier
à faire une VFF, il a juste trouvé un titre en français de France, Danica Superstar, parce que c'est pas le titre québécois ça, et c'est tout. Mais ça n'existe pas de VFF. Mais ça se ressent pas parce que, oui, il y a énormément de VFQ qui essayent de faire je sais pas, un français parisien, français international, je sais pas exactement comment on définit ça. Je vous encourage à voir la vidéo de Mr. Fox là-dessus, qui a fait une rétrospective, une analyse bien plus ficelée que moi. Et il y a cette prononciation à l'américaine des noms, des noms propres, enfin des noms des personnages, qui a tendance à me sortir un tout petit peu de l'immersion, à me faire dire... Je suis en train de regarder une VFQ, ça c'est sûr. C'est ce besoin de vraiment appuyer l'accent quand vous dites le nom, alors que le reste du temps, étant donné que vous n'avez pas votre accent québécois un temps soit peu prononcé, et vous avez un français qui passe comme quelque chose de très courant pour le spectateur français de base. Donc, quand on passe de quelqu'un qui parle à un français courant pour nous à quelqu'un qui prononce un mot à l'américaine, je vous jure, la dissonance se ressent. Ce soir, j'ai parlé à Peter de mon rendez-vous avec Rachel dans le restaurant de mon cousin John. Je vous jure, ça s'entend vraiment pour nous, la dissonance par rapport à ça. Et ouais, en tant que Québécois, étant donné que vous vivez sur un continent très anglophone, de par le reste du Canada et des États-Unis juste à côté, c'est évident que votre accent est très influencé par ces à côté. C'est normal que vous ayez cette prononciation-là. Mais en France, non. C'est pas ça. Nous, on dit pas Peter, on dit Peter. On dit pas Roger, on dit Roger. On dit pas Rachel, on dit Rachel. On dit pas Grytion, comme on a essayé de me reprendre à un moment donné dans une de mes critiques de Gravity Floss. On dit Gideon. Non, c'était pas Gravity Floss, c'était Once Upon a Time. Il y a un personnage qui s'appelle Grytion en anglais. J'ai presque dit un accent allemand, merde. Il y a un mec qui s'appelle Gideon en VO. Et ben, on dit Gideon en français. Hein. On ne veut pas dire Gideon. On va pas se forcer un accent américain pour un nom qu'on prononce à la française normalement. C'est ce genre d'automatisme qu'on a. Et quand on sort un peu de ça, ça s'entend. Ça s'entend vraiment. Mais c'est vraiment pas pour me moquer, vous prendre au ridicule. C'est normal que vous ayez ces prononciations-là. C'est juste que le contraste avec ce français où vous effacez un peu votre accent pour faire un accent plus parisien, couplé à ça, ça fait bizarre pour moi. Ça a toujours fait bizarre. Alors que j'en sais rien, quand j'ai regardé Péruscité, une très bonne série québécoise que je recommande si vous aimez bien les 2 minutes du peuple, et ben lorsqu'ils prononcent les noms à l'américaine, alors qu'ils ont un accent québécois parfaitement prononcé et assumé, et ben je vous jure, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune dissonance, il n'y a aucun contraste entre les deux prononciations. Mais quand c'est dans ce genre de VFQ-là, ça s'entend, ça se ressent un petit peu, à titre personnel. Peut-être que je suis le seul, hein, si ça se trouve, il y a des Français que ça n'interpelle pas, mais moi ça m'interpelle. C'est le petit détail, c'est pas pour faire une pique contre la VFQ. Honnêtement, il y a beaucoup de VFQ qui s'en sortent bien, et je suis plus pris par la VFF parce que, une fois de plus, en règle générale, on a plus des expressions, des voix qui nous parlent davantage, qui sont plus naturelles pour nous, mais ça veut pas dire une seule seconde que la VFF est objectivement au-dessus de la VFQ. C'est juste que voilà, c'est une différence culturelle. Il faut voir ça comme ça, une différence culturelle, et pas voir les autres de haut, que ce soit en France ou au Québec pour moi. Waouh, je m'attendais pas à faire tout un laïus là-dessus, je m'attendais à ce que ce soit plus court que ça. En tous les cas, on va parler des sujets de cette mise au point. Et je vous cache pas que plus ça va, plus je commence à en manquer.
J'arrête pas de retarder, vous savez, le fameux sujet que je comptais faire depuis genre la quatrième ou cinquième mise au point que j'ai lancé dans cette chaîne sur le stop motion. Parce que ouais, un de ces quatre, il va vraiment falloir que je fasse une mise au point sur le stop motion et je commence tellement à manquer de matériel pour mes mises au point qu'au bout d'un moment je vais être obligé de faire ça. Je me sens toujours pas prêt. Quoi qu'il en soit, il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais revenir qui m'ont été un petit peu soufflés par certains commentaires récents. Un en particulier qui a été inspiré par plusieurs commentaires, je pense que c'est la même personne, qui apparemment était assez influencé par ces dessins animés là, enfin je sais pas si c'est Chucky ou Hal, voire les deux, qui ont dit à un moment donné, il n'existe pas de plaisir coupable, c'est une façon de dire qu'on n'assume pas un film qu'on aime, c'est tout. Et je suis en désaccord avec ça, respectueusement avec eux, parce que pour moi, la notion de plaisir coupable, c'est une notion véritable, pas un terme qu'on emploie comme ça, simplement parce qu'on a du mal à dire pourquoi on aime un film. Alors, j'aimerais mettre un peu les choses au point par rapport à ça, par rapport à ma vision des choses une fois de plus, qui différencie un plaisir coupable d'un film que les gens aiment en général, n'aiment pas en général, et qu'on aime nous. C'est une notion très différente. Il y a des films que j'apprécie sincèrement et que les gens n'aiment pas. Pour donner un exemple, Chicken Little, un film que je trouve sympathique, un peu près correct, je comprends les problèmes des gens, mais je trouve quand même qu'il y a suffisamment de bons points là-dedans pour juger que c'est un film qui vaut le coup, vraiment. Mais globalement, les gens ont tendance à cracher dessus, à dire que c'est l'un des pires Disney qui soit. Eh ben, ce n'est pas un plaisir coupable pour moi. C'est un film qui me plaît, mais qui ne plaît pas à la masse, pour généraliser. Par contre, un plaisir coupable, j'avais pas des masses en film, je vous cache pas, Mulan 2, voilà, premier exemple comme ça, j'avais pas des masses d'exemples, genre Mulan 2, les 11 commandements peut-être. Encore faudrait que je le revoie, parce que j'étais un peu con, un peu jeune et con quand je l'ai vu la première fois. Mulan 2, c'est un plaisir coupable, parce que je regarde ça, et je me dis, non, d'après mes critères, d'après mes goûts, ça ne devrait pas être un bon film. Il y a certainement des choses qui me plaisent là-dedans, mais les choses qui me déplaisent, les choses que je trouve vraiment mauvaises, devrait suffire largement à me faire qualifier ça de film pas bien, vraiment. Mais j'arrive à l'apprécier en dépit de ça, parce que pour moi, il y a un truc, c'est difficile de mettre le doigt dessus, mais il y a un truc, en plus de ces considérations typiques par rapport à mes critères, qui fait que je suis attiré par ce film. Et ouais, c'est très différent de ces deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le cas de figure de film que je suis vraiment prêt à défendre. Un petit peu pour dire, vous savez quoi? C'est pas de la merde. Bon, c'est pas un film cinéma non plus, Chicken Little, mais c'est pas de la merde. Pour moi, il vaut un petit peu le coup. Il y a des choses à dire de bien là-dedans. C'est pas un film qui mérite d'être jeté aux orties comme on le fait pour tout le monde. Mulan 2, ouais, les gens qui aiment pas ça, eh ben je vais pas les contredire parce que globalement je ne devrais pas aimer ça. Je ne devrais pas aimer ça. Mais je comprends très bien ce qui fait qu'on n'aimerait pas ce film. Mais j'apprécie quand même parce que y a un truc qui m'attire là-dedans. C'est pas pareil. Et je pense que oui, certaines personnes ont tendance à pas aimer le terme plaisir coupable parce qu'on a tendance à faire l'amalgame entre ces deux cas. C'est-à-dire que ouais, il y a un film que les gens aiment pas mais que moi j'aime, j'ai pas d'argument plaisir coupable. Non, c'est pas aussi simple que ça. Si vous aimez un film que les gens n'aiment pas, mais assumez totalement. Si vous jugez qu'un film est réussi, en dépit du fait que la plupart des gens considèrent qu'il n'est pas réussi, mais dites pourquoi vous le trouvez réussi. Dites ce qui fait que vous l'appréciez sincèrement, ce n'est pas un plaisir coupable. Par contre, si vous vous mettez un peu du côté de ceux qui n'aiment pas le film, mais vous arrivez quand même à avoir une petite affection pour lui, vous
vous serez quand même... là, vous pouvez dire que c'est un plaisir coupable. C'est voilà, cette différence à faire et cette différenciation à faire. Et quand on part sur cette différenciation, je trouve que oui, le terme plaisir coupable est totalement légitime. J'ai des plaisirs coupables, j'en ai déjà parlé à quelques reprises. Et quand est un cas particulier, le plaisir coupable, où il y a énormément de trucs très cons et très discutables là-dedans et un peu gratuits, c'est plus par vice que j'apprécie une partie de ces points, mais globalement par rapport à mes goûts personnels, je ne devrais pas apprécier la plupart des choses à redire là-dedans, hein, vraiment pas. Mais j'aime ce manga, je l'adore, même mon plus gros plaisir coupable à nouveau. En pire, je pourrais vous parler de DeadTube, encore pareil, un truc qui attire sur le côté vice. Le côté vice de ma part, mais je peux pas dire une seule seconde que ce manga est bien. Honnêtement, ce manga, il est nul. Si je prends la peine de l'analyser un tant soit peu, ce manga est nul. Mais je suis attiré par ça. Vraiment, mais honnêtement, en mon âme et conscience, quand j'essaye de juger un peu ça, d'après mes critères, d'après ce qui fait que pour moi une histoire vaut la peine, une œuvre vaut la peine, ce manga est mauvais. Et pourtant, je suis pris dedans. Plaisir coupable. C'est un plaisir coupable. Et pour moi, c'est un terme totalement légitime. Bon, le deuxième sujet dont je voulais parler, depuis quelques temps, hein, j'avais un petit peu teasé là-dessus, entre guillemets, à quelques reprises. Et je pense qu'il est temps de s'y jeter parce que, ouais, commence à manquer d'idées surtout. J'avais vraiment du mal à trouver grand chose de plus. Donc allez, c'est ça qui m'est servi. Je me souviens de ce sujet dont je voulais parler. Je m'y lance. C'est le concept, le principe que j'avais déjà évoqué à quelques reprises de la part du public d'une œuvre à combler un petit peu les trous lui-même. Alors, c'est pas pour dire que lorsqu'une œuvre est ouverte sur certains points, n'explique pas quelque chose, que c'est une erreur forcément. Évidemment, on n'a pas à tout expliquer dans une œuvre, nous sommes d'accord. Mais il y a pas mal d'œuvres qui ont une narration assez classique, qui souvent... c'est vite la peine de justifier ce que signifie tel ou tel truc, comment arrive à marcher tel ou tel truc. Et énormément de gens ont tendance à rebondir assez facilement, pour moi, en donnant une interprétation assez facile, assez recherchée de ce qui se passe lorsque quelqu'un pointe une incohérence, pointe quelque chose qui n'est pas bien expliqué ou qui vraiment semble être assez discutable. C'est un principe que je retrouve de plus en plus souvent. Bon, je vais éviter de m'étendre là-dessus, mais punaise, les fans de Shyamalan sont, je pense, les champions à ce niveau-là pour moi. Mais bon, déjà, j'ai lancé une guerre avec ça, mais je ne vais pas m'étendre davantage. C'est un petit peu l'impression qu'il me donne quand même. Mais ouais, j'ai eu droit à ce genre de choses il y a pas mal de temps, parce que j'ai fait mon top retour sur Atlantide, l'Empire perdu. Ouais, je vais dire du mal d'Atlantide. Trop génial. Et lorsque j'ai dit que pour moi c'était un petit peu n'importe quoi la façon dont la société fonctionnait, dont... comme par hasard, nos Atlantes ont oublié comment lire leur langue, ont oublié leur passé, ont oublié des tas de trucs, mais ils n'ont pas oublié les 12 000 langues qui sont censées parler de base. Alors qu'ils n'ont pas eu trop l'occasion de les pratiquer ces langues-là. Ouais, c'était une des nombreuses grosses conneries scénaristiques du film pour moi, mais... il y a quelqu'un qui a foncé à la rescousse, et à nouveau, je suis pas là pour pointer la personne en particulier, je m'attaque à un argument, pas à des gens, hein. Et qui a dit, non, attends, c'est pas... Je comprends pas pourquoi tu t'énerves à ce point pour ça, ça peut être justifié si on y réfléchit un petit peu, et pas un petit peu, c'est si on trouve des excuses à la con de notre cul, mais ouais, ok. Alors, il expliquait ça comme ça, mais tu vois bien que le roi a cette espèce de truc machin chouette là qui dirige la ville à sa disposition, ce truc magique, Tesseract, je sais pas trop, je sais plus exactement comment s'appelle cette merde, à sa disposition, qui te dit qu'il aurait pas pu, avec
avec ses capacités et avec ce que semble pouvoir permettre cette espèce d'entité, pourquoi il n'aurait pas pu effacer la mémoire des gens de façon à ce qu'ils ne se rappellent pas la tragédie latente, donc qu'ils ne se rappelleraient pas comment lire pour éviter qu'ils découvrent la vérité sur leur peuple, ils ne se rappelleraient pas comment est leur passé pour ça, et à ce moment-là, si tu vois ça comme ça peut être logique. D'accord, ça n'a pas été super bien expliqué, mais si on commence à y réfléchir un petit peu, ça devient logique. Alors, ok. Là, déjà, ils ont apparemment pas grand-chose d'autre à foutre que ça, les gens. Mais personne n'est un tant soit peu curieux durant, genre, les milliers d'années qui se sont déroulés pour réapprendre la langue. Ou alors, ça se fait au fur et à mesure. Il y a un Tchèque qui se fait tous les 40-50 ans, genre, ok, on va leur réeffacer la mémoire par rapport à ces trucs-là. Le roi il fait ça à chaque fois. Je sais pas. C'est très con parce que, ouais, il y a apparemment personne qui apparemment, normalement, est censé être très curieux sur le passé de son peuple. Qui, je rappelle, c'est dire oui, il y a des milliers d'années, hein. Je rappelle rapidement. Ah, elle a jamais eu le temps d'étudier un petit peu comment fonctionnait la langue, de comprendre certains trucs. Ils ont jamais eu le temps de comprendre comment faire fonctionner leur putain de véhicule. Alors qu'en faisant un petit peu gaffe, même sans faire gaffe une seule seconde à l'écriture ou quoi que ce soit, en essayant un petit peu quelques manips, on pourrait peut-être arriver à comprendre. Mais non, personne n'est arrivé à faire ça alors. Ils ont jamais essayé d'avancer un tant soit peu dans leur connerie. Il faut que le grand sauveur blanc arrive et leur enseigne tout, parce que il y a le méchant papa qui voulait pas que son peuple apprenne la vérité, qui leur a effacé la mémoire sur ces trucs-là régulièrement. Ouais, non, c'est super gros pour moi, et honnêtement, ça repose sur la grossièreté que l'appareil qui protège Atlantide aurait cette capacité-là, hein, parce que pas une seule seconde, un temps soit peu suggéré que cet appareil, cette capacité-là, il a la capacité de faire submerger et de protéger Atlantide, ce qui est quand même pas mal, mais voilà, c'est le principe d'énergie de base, quoi, c'est-à-dire une énergie pour déplacer la cité et pour la protéger. Pas une énergie pour contrôler l'esprit des gens, c'est quand même un petit peu différent sur le principe, quoi. D'accord, ça a besoin d'un réceptacle en la mer de Kida et en Kida pour ça, mais ça n'explique pas ce truc-là. Et voilà, quoi, c'est un exemple un peu extrême, mais qui représente bien le problème que j'ai avec ce principe. C'est-à-dire que on est tellement fan de l'œuvre, et apparemment on veut tellement pas qu'il y ait de problème qu'on va chercher les excuses, les explications les plus farfelues, les plus haut perché possibles, de façon à ce que ça puisse être logique si on regarde ça de notre point de vue, pour que ça marche, parce que ça nous plaît. Et donc, on peut pas accepter le fait que certaines personnes pointent des problèmes d'incohérence, parce que pour nous, ça doit pas être un problème. Et j'ai vu ça aussi rapidement. J'ai pas envie d'être trop méchant avec ça, mais ouais, ça m'énerve aussi un petit peu par rapport à la théorie Tarzan, frère d'Elsa et d'Anna. Hein, bon, parce qu'il y a toujours les abrutis qui arrêtent pas de me rabâcher. Encore à ce jour, j'ai des abrutis qui arrêtent pas de me dire « Oh, mais je t'ai confirmé la théorie hein. !» Oui, vous savez quoi les mecs ? Restez dans votre bulle ou faites gaffe absolument à rien. Si vous voulez, Disney a absolument rien confirmé, ça commence doucement à me saouler cette merde. J'ai suffisamment répondu à cette connerie. Mais il y a certaines personnes qui sont allées super loin pour essayer de justifier comment ça a l'air d'être possible. C'est-à-dire le fait que la mère d'Elsa et d'Anna n'était clairement pas enceinte lors du naufrage, enfin lors du moment où on est monté sur le navire, et à moins que le voyage ait duré quasiment 9 mois, normalement ça n'a aucune logique. Mais non, ils essayent de justifier ça par rapport au fait que les parents d'Elsa et d'Anna ont eu droit à 2 naufrages.
Le premier naufrage où ils ont survécu. Et ils sont retrouvés sur les côtes de l'Angleterre, il me semble, je sais plus, il me semble que c'était l'Angleterre qui disait, et où ils ont perdu la mémoire. Oh, mais quelle surprise! C'est incroyable, cet élément ficelle scénaristique que j'ai jamais vu. Et où ils ont fait un deuxième voyage en bateau, cette fois, je sais plus trop pourquoi, et c'est lors de ce deuxième voyage en bateau, qui s'est passé plusieurs temps après, où ils se sont reformés en tant que couple, que Tarzan a été conçu avant, et donc il est né sur le bateau ce coup-ci, ou même voire avant, hein, et c'est là qu'ils ont eu leur deuxième naufrage, de façon à ce que ça se passe comme dans le film Tarzan. Tellement envie que Tarzan soit le frère d'Elsa et d'Anna qu'on est allé chercher au perché à ce stade, quoi. Non mais, à un certain niveau, j'applaudis. J'applaudis cette ténacité à vouloir brasser du vent à ce stade, quoi, je vous jure. Parce que, bon, ça casse pas un petit peu, mais vraiment un petit peu, la prémisse de départ, l'élément qui vous faisait faire ce lien entre les deux films, c'est-à-dire que les parents d'Elsa et d'Anna font un naufrage et les parents de Tarzan font un naufrage. C'était ça le truc, c'était ça le seul élément à la con que vous preniez pour lier ces deux films entre eux. Le seul putain d'élément que vous preniez, je suis désolé, il n'y a que ça que vous preniez comme élément pour relier ces films. Et là, vous cassez cet élément. Vous cassez cet élément en disant que c'est pas le même naufrage. Non mais je dis chapeau bas les gars, hein, chapeau bas. À ce stade, c'est extraordinaire, extraordinaire. Mais là, si vous tenez absolument à votre fanfic comme quoi Tarzan est le frère d'Elsa et d'Anna, vous pouvez vous imaginer ce que vous voulez, hein. Mais je suis désolé. Dans la logique cohérente de l'univers, ça ne veut rien dire. C'est beaucoup trop gros pour valoir quoi que ce soit. Et vous savez quoi? Là, je m'en suis pris à des arguments qui essayent d'aller en faveur de choses contre lesquels je suis, c'est-à-dire le fait que tout le délire autour de la mémoire des Atlantes, c'est de la connerie, et comme quoi Elsa ne peut pas être la sœur de Tarzan de même qu'Anna, ça c'est des trucs pour lesquels je suis contre. Donc, c'est facile de m'en plaindre, hein. Par contre, je vais essayer d'équilibrer un chouïa ça en revenant sur des arguments contre un film que j'apprécie vraiment et que je trouve justement bâché par pas mal de gens. Il s'agit de Star Wars 8. Oh, ça faisait longtemps. On parle très peu de ce film, je me suis dit tiens, Alors, je trouve que certaines critiques sont exagérées, je le pense sincèrement, mais c'est pas pour dire que je trouve que toutes les personnes qui n'aiment pas le film sont des gros rageux stupides qui sont juste pas contents parce qu'on leur a pas fait un film Star Wars comme ils voulaient. Je vais pas non plus résumer bêtement les réfractaires du film à ça parce que ce serait trop simpliste et c'est pas vraiment ce que je veux faire, parce que je trouve qu'il y a certains arguments qui sont assez intelligemment pensés, vraiment. Toute l'histoire qui autour de Rose et Finn qui doivent partir, quitter le vaisseau pour aller chercher un hacker afin de s'occuper du vaisseau qui les pourchasse, etc. Je ne vais pas aller dans le détail. Il y a un argument qui a été dit à plusieurs reprises, comme quoi c'était complètement stupide que nos héros ne disent rien à personne et gardent tout pour eux. En sachant que oui, apparemment il n'y a que eux qui semblent être au courant qu'il y a moyen de pister les voyages en hyperespace maintenant. Ce qui est au passage un peu gros, je reconnais de la part de Rose qu'elle sache ça. Pourquoi elle saurait ça, Rose? Je ne sais pas. C'est venu un peu facilement. C'est une facilité scénaristique, je suis d'accord.
totalement. Et le gros problème par rapport à ça, c'est cette espèce de manque de communication qui est assez mal justifié dans le film. Je suis totalement d'accord là-dessus. Je trouve que ça amène quelque chose de très intéressant autour du voyage de Finn et Rose. Je trouve pas que c'est de la perte de temps, contrairement à une bonne partie des gens. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très sympas là-dedans. Et la leçon qu'on veut faire passer par rapport à ça est très intéressante. Mais je reconnais que ça repose sur une base qui est assez frêle. Et je comprendrais très bien que des gens aient du mal avec ça. Vraiment. Et il y a pas mal de défenseur du film et qui ont essayé de répondre à ça par mais vous savez quoi, merde, on sait pas qu'on est pisté par un espèce d'outil pour l'hyperespace, donc on peut craindre qu'il y a un espion à bord. C'est pour ça que Holdo ne dirait pas ses plans bêtement à Poe, et pourquoi les gens sont un peu soupçonneux entre eux, et pourquoi ils se raconteraient pas beaucoup de choses. Et à ça je répondrais, ok, c'est beaucoup trop peu appuyé dans le film. Moi je veux bien essayer d'interpréter ça comme ça, c'est pas non plus ultra gros, mais c'est quand même l'excuse facile que le film lui-même aurait dû mettre en place et mieux justifier. Parce qu'il y a des choses un petit peu à redire à ce système de traîtres. S'il y a vraiment une peur des traîtres, comment se fait-il que ce soit jamais mentionné déjà, parce que oui, c'est jamais mentionné, et comment se fait-il que beaucoup de gens se fassent confiance entre eux, comme ça, il n'y a pas que Poe, Finn et Rose qui font ça, ils discutent avec d'autres personnes, parce qu'ils les jugent dignes de confiance, mais Holdo, elle juge personne, vraiment personne digne de confiance, et à ce moment-là, il y avait vraiment personne pour essayer de faire cette distinction. Pourquoi on n'a pas une seule seconde l'impression qu'on essaye de faire une espèce d'enquête par rapport à ça? Chacun est dans son coin, Holdo donne ses ordres et j'explique rien, merde. Non, il y aurait moyen de mettre en place ça de façon à ce que ça paraisse au sein du film, et c'est pas le cas. Et puis honnêtement, je veux pas dire, mais ce système d'espionnage, et si vraiment il y a un espion au sein de votre groupe, au moment où tu auras dévoilé ton plan à la fin avant de partir, eh bien cet espion aurait très clairement pu divulguer ton plan à ce moment-là. Il aurait peut-être eu un moyen de communiquer avec l'Empire d'une quelconque façon au moment où tu dévoilais ton plan, même si tu le fais à la fin. Ce que je veux dire par là, c'est que Holdo, t'as pas vraiment l'impression, tu ne donnes pas vraiment l'impression de faire grand-chose pour essayer de prévenir ça, juste de dire ouais, ok, sur le coup, je fais confiance à personne, et puis merde. Et je suis désolé, vous pouvez faire ça mieux. Et voilà, et je dis ça alors que c'est un film qui me plaît beaucoup. C'est un problème que je juge pas anodin, je suis totalement d'accord, et ça n'empiète pas énormément mon appréciation du film, mais pour moi c'est un problème, et justifier ça par oh mais il y a des traîtres et donc c'est pour ça qu'on se fait pas trop confiance, etc. Je trouve ça trop facile. Trop facile. Et voilà, c'est trois exemples parmi des tas d'autres que j'ai eu l'occasion de voir à divers moments pour défendre tel ou tel film. À chaque fois qu'on voyait un petit problème de cohérence, certains problèmes de cohérence sont assez anodins, notamment, j'en sais rien, moi, dans La Belle et la Bête. Énormément de gens ont fait cette remarque-là. La vidéo assez récente de Michael J à ce sujet sur le remake de La Belle et la Bête, lorsqu'il a fait tout un laïus sur les petits trucs qu'on avait reproché à La Belle et la Bête, c'est des trucs de rien du tout pour la plupart du temps. Et honnêtement, ouais, c'est pas de l'excuse recherchée pour rien, il suffit de réfléchir un petit peu et on trouve ça. Et le fait qu'on l'explique pas, c'est pas un problème, quoi. Il y a des choses quand même, il faut savoir les comprendre un peu par soi-même. Et si on les comprend pas, ça gêne pas énormément le fait d'être pris dans le film. Donc voilà, il y a des cas comme ça, mais il y a des cas où je trouve, après ça dépendra aussi de la personne, on dénote des incohérences importantes, des choses qui n'ont pas beaucoup de sens, et si ça gêne pas certaines personnes, qu'elles le disent, quoi, qu'elles disent ok, ouais, je reconnais, maintenant que tu dis ça, c'est un problème, mais ça m'a pas trop gêné, le film a fait pour ma part, un très beau travail à détourner mon attention de ça. C'était un peu mon cas au début, la première fois que j'ai vu Star Wars 8, ça m'a totalement détourné mon attention de ce problème-là, parce que je trouve que vous êtes parti sur quelque chose de bien et que les acteurs faisaient très bien passer ça.
Donc, sur le coup, j'ai pas eu ce problème-là. Après coup, je le reconnais hein, que c'est un problème. Ça gâche pas totalement le film pour moi, mais je reconnais que c'est un problème. Voilà, on peut trouver des façons de rétorquer pour dire ouais, c'est pas un si gros problème que ça pour moi. Plutôt que de dire ouais, moi je peux te trouver une excuse à la con en cherchant très loin. Comme ça c'est justifié, merde, t'as rien compris, hein, c'est toi qui cherches la petite bête, merde. Et je suis désolé, accuser les gens de chercher la petite bête à chaque fois en allant chercher encore plus loin la petite bête pour leur répondre. Ouais. Donc, voilà, c'était un petit souci que j'ai lorsque j'entends certaines fois la défense d'un film. Je trouve que c'est assez admirable de vouloir défendre un film, mais quand ça va dans des extrêmes comme ça, où très sincèrement, on va vraiment vouloir tout justifier si on va chercher loin, parce que on peut tout justifier si on va chercher assez loin. Vraiment, je peux justifier les incohérences de n'importe quoi si je prends la peine de chercher des conneries très loin, moi aussi. Hein. Surtout dans des univers de science-fiction, de fantasy, de magie, je peux vous jurer que là, on peut en trouver des excuses à la con hein, pour justifier tout et n'importe quoi. Mais ouais, pour moi, ça fera pas des bons arguments. Et c'est une tendance qui m'agace un tout petit peu depuis quelques temps. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ce mois-ci, vous n'aurez donc pas de Gravity Flows, je m'excuse pour ceux qui sont fans, mais ça ne durera qu'un mois. Rassurez-vous, ça ne durera pas trop longtemps. Et j'espère que les petites vidéos bonus que je vous sers en plus des habituels qui remplaceront les Gravity Flows vous plairont. Merci d'avoir suivi, à très bientôt, bon mois de mai, au revoir.